Cette semaine, le podcast aurait pu s'appeler Talent Brut, car David Arrieta aurait pu faire encore mieux. Finaliste malheureux du championnat de France avec le Biarritz Olympique, le joueur était un attaquant de classe et un buteur de talent. Seulement, il a préféré la folie des babas au sérieux du professionnalisme. Joinville, les Barbarians, français, britanniques, sud-américains, joueur de l'équipe de France de rugby à 7 et de l'équipe de France de la police, sa carrière ressemble à une aventure. C'est à quelques jours de la retraite d'ailleurs que David se confie un peu, car derrière l'image du blagueur 2.0, il lève le voile sur un homme attachant, sensible, qui essaye de rire avec et pas trop des gens. Bref, c'est David Arrieta, la culture de la déraison. Et pour ce nouveau numéro de Rugby Brut, je suis avec un homme qui a des amis un peu partout, des copains partout. Sa carrière aura été marquée par le jeu, les grands espaces et les rencontres internationales à 7, babas, français, britanniques et même sud-américains. Il se dépêche de rire de tout, peut-être pour ne pas avoir à en pleurer. On va en discuter avec lui. Il fait partie de ces Mohicans qui pensent que le rugby, il doit être fait de liberté de mouvement, etc. Retour sur la carrière de David Arrieta, le coéquipier préféré de ton joueur préféré. Salut David. Bonjour Pierre, bonjour, merci pour la présentation. Bon, Bon, on a tout dit, là, on peut arrêter là en fait. C'était David Arrieta. Merci beaucoup David. À bientôt. Non, mais il y a la phrase, c'est le coéquipier préféré de ton joueur préféré. Je pense que ça résume pas mal ta carrière. C'est que tu as été copain presque avec tout le monde. J'ai galéré à trouver des gens qui disaient du mal de toi quand même. Ah, mais t'as trouvé des gens qui me connaissaient dans le rugby? Bon, c'est bien. Bah, dans ta génération quand même, Ouais, bah, tu me donneras les noms en privé parce que là, je bien suis sûr. curieux. Non, non, mais je sais pas. Non, mais ça fait plaisir déjà d'entendre ça. Voilà, non, non, mais j'ai croisé plein de monde et je pense pas avoir d'ennemis. Enfin, peut-être quelques heures maintenant que je suis sur Twitter depuis 10 ans, on sait jamais. Parce que, Il y en a peut-être quelques-uns qui ne m'aiment plus trop ou qui ne m'aiment moins. Je sais pas. Bon, bref. En fait, je ne pense pas avoir d'ennemis dans le rugby en particulier. Donc voilà. tu l'as évoqué assez rapidement. Twitter, c'est notre histoire commune parce que on s'est rencontrés sur Twitter. C'est un peu, tu sais, comme les sites de rencontres où tu as un coup de foudre. Tu vois, c'était Eh pareil. oui, On, c'est pas on se, Twinder. C'est pas Twinder. On se connaît Non, depuis ouais, c'est vrai plus quoi. de 10 ans Ouais, maintenant. On a même fait des blabs ensemble. Donc, c'était exactement. autant Ouais, jadis où on pouvait faire des lives sans live. C'était génial. Mais exactement. j'ai bossé quand même, David, pour essayer de comprendre ton parcours, ta carrière, et puis de comprendre pourquoi toi et pas un autre a eu cette trajectoire-là. Euh, tout commence, retour sur là où tout commence. Ouais, Pays basque. Toi, t'es pas basque de naissance, mais tu vas y grandir à Saint-Jean-de-Luz. ouais, tout à fait. Je suis bordelais parce que mon père enfin, mes parents travaillaient sur Bordeaux et donc je suis né à Bordeaux, mais je suis fier d'être né à Bordeaux. D'ailleurs, je supporte les Girondins encore aujourd'hui. Mais bon, voilà, je suis né à Bordeaux parce que mes parents travaillaient sur Bordeaux et on est vite revenu sur la côte basque. On est revenu à vivre même à Bayonne, c'est dire. Donc voilà, c'était pas une carrière toute tracée en fait. Ouais, c'est ça. Et ensuite, à l'âge de 2 ans, on est venu à Saint-Jean-de-Luz. Ouais. Ça a commencé par une trahison, quoi. Voilà. Ouais, déjà, ouais, déjà. Toi, le Bayonnais. Non, je vais pas dire Ouais, ça, tu vas être vexé. Je le dis aussi en préambule, il y a eu un excellent podcast qui a été fait sur la cravate avec toi. Donc, ouais, il y a plein de voilà. choses que les gens qui te connaissent ne vont pas apprendre. Il y a plein de choses de gens qui sont fans de la cravate. Ce ne sera pas nouveau pour eux. On va quand même devoir évoquer deux, trois passages en commun, notamment ton enfance. Si je m'en réfère à ce que tu as pu en dire, tu es un enfant sage d'une famille pas rugby. Alors, dire que là encore, le destin n'est pas spécialement tracé pour faire de toi le futur joueur des Babas, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai que non, non, enfin mes parents, mon père ne jouait pas du tout au rugby. Il pouvait pas de toute façon parce qu'il a souffert d'un handicap très très jeune. Dans les années 40, il avait raboté la cheville et le péroné et le tibia, donc il a toujours eu un handicap pour marcher, donc encore plus pour faire du sport et du rugby. Donc moi, je suis pas vraiment issu donc d'une famille direct de rugbyman. J'ai des oncles qui ont joué, mais c'est pas eux qui m'ont donné le goût d'y aller quoi. Au rugby, j'ai même commencé par le football. Comme tous les gosses, je pense, on est attiré par le foot, par l'argent. Par la drogue, les femmes, l'argent, oui, enfin comme tous les Ben gamins, quoi. voilà, et voilà exactement. Et donc j'ai commencé par le foot et puis je me suis tourné naturellement vers le rugby parce que mes parents donc supportaient le Saint-Genus olympique par des amis communs qu'ils avaient, des amis qu'ils avaient et donc voilà, donc je me suis tourné vers le rugby de Saint-Jean-de-Luz olympique et c'est là où j'ai grandi rugbystiquement, où j'ai évolué
en tant que gamin, adolescent, et là où j'ai passé les plus belles années, les insouciances, un peu comme tout le monde, hein, tout le monde, on grandit, l'école de rugby, les cadets, les juniors, c'est quelque part les meilleures années de notre carrière, presque, on va dire. Enfin, c'est l'insouciance, bon, tout le monde a connu ça, quoi. Tout le monde connaît ça, et c'est vrai que pour moi, c'est des très belles années, et j'en garde un excellent souvenir, bien sûr. Tu as commencé le rugby à quel âge exactement? Je devais avoir 11 ans. 10 11 ans alors, attends, Et 11 ans, après, ça me rend aux années 80, ouais, 79 j'ai dû commencer le rugby. donc, Partais l'école de rugby, le ramassage du bus, il y avait des arrêts programmés. Quand le bus n'était pas là, c'était un vieux monsieur, là, monsieur Savigny, qui venait nous récupérer. Des fois, on montait à 10 dans sa voiture. Voilà, c'était super. bah, c'est Et donc, l'insouciance. ouais, ouais, c'était bien. Et puis, donc, comment dire, le ramassage en bus. Donc, moi, j'habitais pas très, très loin du stade, mais j'allais prendre l'arrêt avant pour pouvoir prendre le bus. Donc, je partais chez moi à pied, j'allais à la gare de Saint-Jean-de-Luz et je prenais le bus pour être avec mes copains un peu plus longtemps voilà, un peu plus longtemps, quoi. Comme Comme un nécessaire. gosse, quoi. Cette formation de foot, entre guillemets, avant le rugby, ça t'a servi parce que tu vas devenir buteur, tu vas avoir Ouais. un sens peut-être un peu différent du ballon Non, avec sa, ouais, non, je ne veux sa pas, non, violence. non, je veux pas aller jusque-là. Le foot, en fait, faisait partie de notre jeunesse. Et quand on jouait pas, quand moi, je jouais au rugby, mais quand je jouais pas au rugby, je jouais au foot devant chez moi, devant chez mes parents. Il y avait un terrain, on s'inventait des cages et j'ai toujours joué au foot. Donc après, bon, j'avais été m'inscrire au club local de la Réunion, mais ça n'a duré qu'un an. Mais après, j'ai toujours joué au foot jusqu'à que je ne puisse plus courir. Donc jusqu'à il y a 25, il y a 30 ans déjà. Et non, non, mais bon, voilà. Donc le foot, je veux pas dire que le foot m'a. C'est pas ça Non, qui par t'a rapport. apporté cette Non, c'est pas sensibilité ça ballon, c'est plus parce que le fait de jouer. ouais, le fait de jouer, ouais. En fait, devant chez mes parents, il y avait un petit terrain. Il y avait un arbre et il manquait le deuxième poteau, en fait. Et moi, je m'amusais à viser avec un ballon de rugby, je m'amusais à viser l'arbre. Donc, c'était mon poteau, en fait. Et je ne pouvais pas passer la. Il y avait qu'un arbre, donc je ne pouvais pas passer la balle entre les poteaux. Et donc, j'ai passé ma jeunesse, en fait, à T'as visé jouer le presque poteau des du fois tout milieu. seul, là, sur cet arbre. Je m'amusais à le viser. Donc, voilà. Moi, j'ai Donc, fait. c'est pas vraiment le foot qui m'a développé au niveau de pied pour plus tard, quoi. Alors, vu qu'on a beaucoup parlé de temps à parler de moi maintenant, non, je rigole. Non, mais Ouais, ouais, mais c'est drôle parce que j'avais ça aussi chez mes grands-parents. Je mettais des grosses frappes dans le mur de chez mes ouais. grands-parents et mon grand-père, feu mon grand-père, pétait des plombs jusqu'au jour où le ballon est Ouais. devenu ovale. Alors là, je pouvais faire ce que je voulais. J'aurais pu arracher l'intégralité du jardin. Il Ouais, était ouais, mais c'est ça. de Ouais. moi. Donc, bon, ça fait pas. Et Bon, j'ai moi, je jamais jouais fait souvent. après. J'aimais bien jouer. J'étais pas tout le temps seul, non. J'avais mes potes, mais quand ils n'étaient pas là, ça ne me dérangeait pas d'aller tout seul taper dans mon ballon et dans mon arbre. Donc voilà. Mais l'arbre existe toujours, hein. Mais bon, Alors moi, voilà. le mur aussi, mais bon, je pense que ma grand-mère supporterait plus que je mette des gros tirs dedans, Ouais, ça la rendrait folle. ouais, ouais, ouais. Va suivre après ton année junior à Saint-Jean-de-Luz le bataillon de Joinville. Une parenthèse là encore, Enchanté. un peu insouciante toujours. C'est un peu le fil directeur de ce début de vie. Au bataillon de Joinville, tu vas être avec quelques grands noms en plus. Si je dis pas de Ouais, conneries, Philippe Saint-André, Xavier Blond, pour ne citer que, parce qu'évidemment, il y en a d'autres aussi qui n'ont pas forcément fait ouais. toute la carrière. Fabrice Landreau aussi, je crois. Euh, Fabrice Landreau, ouais. Fabrice Landreau, ouais, il y en a plein d'autres. J'ai envie de tous les citer, mais j'ai peur d'en oublier un. Donc voilà, il y avait Christophe Juillet également. Il y avait Christophe Juillet qui a fait une belle carrière également. oui, oui, il fait une finale. Euh, Pierre Hontas de Biarritz. Enfin, bon, il y C'est avait quoi le plein, je sais pas. quotidien au bataillon de Joinville? Parce que aujourd'hui, nous, on fait plus le service militaire. Ouais, À l'époque, si. le C'est quotidien, quoi? c'est un mois de classe déjà. Donc on est arrivé au mois d'août. Tous les sports, euh, tous les sports mélangés en fait. C'est-à-dire on fait un mois de classe et en fait toutes les sections rugby et les mélangés, on devait être 4 ou 5 ou 6 de la section rugby mélangés avec des handballeurs, D'accord. des sports équestres, volleyeurs et tout ça. Et donc voilà, donc on passait un mois de classe tout le mois d'août. Voilà, donc moi, ça m'a permis de rencontrer Jackson Richardson, justement, qui a fait l'armée en même temps. C'était en fait l'équipe de France c'est l'équipe de France Esport de handball à l'époque. C'est un peu les prémices
Il y avait pas les Barjots, mais là, un peu la génération d'après. Après les Barjots. Donc il y avait Richardson, euh, il y avait Stocklin, il y avait Casal, je crois. Enfin bon, il y avait toute cette génération de joueurs. Et en fait, on faisait les classes. Et donc, une fois que les classes étaient terminées, chaque section se regroupait. Puis nous, moi, je connaissais pas ça. C'était entraînement de tous les jours. L'après-midi, le matin, un peu de muscu. Le lundi, footing de récupération. On se perdait dans les bois de Fontainebleau. Il y en a qui arrivaient à couper. Je citerai pas les noms, mais bon, Xavier Blanc coupait régulièrement à travers champ pour pas faire le footing en entier. Voilà. Et le Goré, il a dû jamais le faire parce qu'il arrivait que le mardi. Enfin bon, voilà quoi. Non, mais c'était déjà les prémices Du du rugby professionnalisme. professionnel, on faisait que ça, on s'entraînait. On s'entraînait du lundi au jeudi soir. Et voilà. Et donc on alliait le professionnalisme du rugby et l'amateurisme avec des sorties hebdomadaires, Culturel. régulières sur Paris. Voilà, parce qu'on ne connaissait pas, donc il fallait bien qu'on découvre. Bien sûr, des sorties culturelles, quoi, bien sûr. Euh, Exactement. On était voir des concerts, on était voir Simple Minds à Bercy, offert généreusement par Monsieur Guazzini, les places, et c'était sympa. C'était sympa. On a été voir des matchs au Parc des Princes aussi de foot, parce qu'à l'époque, c'était Roger Lemaire qui entraînait la section foot du Bâtiment de Joinville. Et donc, il nous avait donné des places pour aller voir le match au Parc des Princes. Et il avait même fait annoncer au micro bienvenue à l'équipe de rugby du militaire bâton. de France militaire de rugby. Ouais, c'était sympa au Parc des Princes, c'était agréable. Donc là, on a passé une très très belle année, une très très belle année, puis ponctuée de matchs internationaux. Ce que j'allais te dire, il y a quand même des matchs internationaux quand même qui sont joués. Je Ouais, crois voilà, oui, que non, c'est il y a des matchs, on l'Argentine. jouait une fois par mois à peu près. Quand on jouait une Ouais, fois par voilà. mois, on avait fait le premier match contre la Roumanie. On avait joué à Montargis de mémoire. Et ensuite, on avait rencontré l'équipe d'Argentine à Melun. Et puis les Maoris de Nouvelle-Zélande à Castres. Puis voilà, des équipes en tournée en novembre. Et puis le reste de l'année, on avait. J'ai plus le numéro. Des fois, on jouait contre des. Je sais plus, j'ai plus tout en tête, mais je crois qu'on avait joué l'équipe de Tucumán qui était venue en tournée. On les avait joués à Daumont. Et puis voilà. En fait, on va y revenir, mais tu es un Ouais, globe-trotteur français. En fait, tu as fait toutes les villes françaises, la ouais, plupart du temps en c'est bus ou ça. en bagnole. Non, mais quand même, c'est incroyable. Là, tu viens Ah de me oui, dire oui. qu'il y a 4 villes, il n'y en a pas une dans un rayon de 500 km l'une de l'autre, quoi. Tu vois, c'est très éclaté. C'est Ouais, aller ouais. participer partout en France à plein de matchs différents. On va y revenir aussi. La formule du championnat de France était incroyable. Il y avait 90 équipes concernées. Enfin, c'était Ouais. démentiel. Au final, tu as joué dans, allez, une grosse centaine de villes françaises, quoi. C'est incroyable. Ouais, 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 certainement. Oui, oui, certainement, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, avec le championnat qui était. Bon, parce que la même année, moi, je joue à Saint-Jean-de-Luz encore. Donc, quand j'étais au Bâtiment de Jeuneville, j'ai Oui. signé à Biarritz l'année d'après. Mais c'est vrai qu'on partait, on a visité la France, ouais. On a visité la France. Il n'y a qu'une région que je ne connais pas, je pense que c'est la Bretagne. D'accord. J'ai jamais été en Bretagne, ouais. Tu vois pourquoi? J'ai eu l'occasion de le faire avec l'équipe de France de la police, mais je devais être blessé à ce moment-là. Ils avaient joué à Vannes à l'époque, justement. Et voilà. Et donc, ouais, c'est vrai qu'on voyageait. On voyageait beaucoup et tout le temps quasiment en bus, hein, Oui, bien quand sûr, il tu fallait n'étais pas en jet vraiment l'avion. privé. Ouais, non, non, mais c'était bien, ça nous formait, ça forme la jeunesse, on va dire, hein. Les voyages forment la jeunesse, mais c'est vrai que cette année au bâtiment de Joinville, elle nous a formés, et on prend plaisir encore à se revoir, à se rencontrer tous les ans. Là, on a un groupe, un noyau dur, on est une 15-20 et on se retrouve chaque année pour se raconter les mêmes conneries de l'année d'avant. Et donc voilà, mais c'est ça qui est bien, quoi. Ça a créé vraiment, l'année du bâtiment de Joinville, vraiment une amitié très très solide, quoi. Je crois que je suis ami avec mes potes d'enfance, je suis ami avec mes potes du bâtiment de Joinville, je suis ami avec mes potes du Biarritz Olympique. Et plus les années vont passer, t'es Tu seras copain plus avec les gens, mais copain que ami. Ouais. t'es plus ami, quoi. Enfin, Mm. bon, voilà, c'est une autre pan de. Enfin, on en parlera tout à l'heure, peut-être. Enfin, c'est différent, quoi. À ton retour du bataillon de Joinville, tu vas donc rejoindre les rangs du Biarritz Olympique, mais ça commence avec une première galère, c'est que tu es sous Oui. licence rouge. Donc ça veut dire que, en gros, ton club de Saint-Jean-de-Luz, pas forcément très heureux de te voir partir, va retenir ta Oui. licence 2 mois, Bien je crois. renseigné, Pierre. T'es bien renseigné. Ouais, ouais. Non, non, mais en fait, c'est paradoxal parce que Tu pars pas bon, fâché, mais non, mais je peux pas partir fâché.
Mais j'étais junior et moi je voulais, alors à l'époque en première à Saint-Jean-de-Luz, quand j'étais junior, j'étais jeune, j'aspirais à jouer en première bien sûr. Mais il y avait à la mêlée, c'était Jean-Baptiste Lecuona, qui m'a rejoint plus tard à Biarritz, et Roger Aguerre, qui était un des meilleurs demi d'ouverture des années 80 en France. Donc je comprends que le club, moi, il me faisait jouer à l'aile ou il me faisait, où j'étais remplaçant, où je ne jouais pas du tout. Donc je voulais partir. Biarritz m'a téléphoné, m'a contacté. Donc voilà, j'ai pas hésité longtemps. Et bien Saint-Jean-de-Luz, bon, mais était un peu en colère de voir partir l'enfant du club, enfin, un des enfants du club, et donc m'a mis une licence rouge que j'ai gardé 3 mois, en fait. C'est marrant, ça m'émeut encore d'en parler, c'est fou, hein. Ouais, parce que C'est fou. ça t'émeut parce que tu t'es senti un peu, pas trahi, mais c'était pas juste, quoi. Non, 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 j'avais pas à l'époque, je devais avoir le sentiment de me sentir trahi, mais maintenant, avec les années, le recul, voilà, moi, c'est passé il y a longtemps, puisque, de toute façon, j'ai fini, bon, on en parlera après, mais bon, voilà, donc moi je voulais juste vivre ma vie de rugbyman et qu'on me laisse tranquille. Et puis voilà, donc j'ai eu 3 mois de licence rouge à l'époque. Et puis, fait 3 mois. Peut-être pas 3 mois parce que je crois que j'étais passé en commission, j'avais eu 2 mois, je pense. Et Blanco me disait dépêche-toi d'arriver parce que j'ai des mariages, il faut que tu prennes ma place de trois week-ends, il m'avait dit. Ouais, je me rappelle de ça encore. Mais bon. Donc voilà, donc ça avait retardé, mais bon, voilà. Donc après, j'ai débuté donc à Biarritz, premier match de championnat. J'ai joué à Arras, encore une ville, une Oui, ville très rugby, un quoi. peu voilà. Ouais, c'est rugby, mais bon, voilà. C'est dur. Premier match avec le BO à Arras, contre Arras, donc en championnat, dans des poules de 80. Enfin, des poules de 80. Championnat 80 clubs, des poules de 5 avec 16 Je poules vais de 5. détailler, si tu veux, je te détaille le Ouais, système. Donc allez, vas-y. accroche-toi, accroche-toi. On Ouais, parle, alors évidemment, on parle d'un rugby qui n'était pas professionnel, mais les compétitions, c'était pas que c'était pas professionnel, c'est que c'était un bordel incroyable. Championnat de France 1988-1989. D'abord, il y a le brassage. 80 équipes réparties en 16 poules de 5. Par exemple, cette année-là, le Biarritz Olympique se retrouve dans la poule de ouais, Ussel, Cognac, Grenoble et Albi. Là encore, des villes qui se touchent, hein, c'est facile. Les ouais, deux ouais, premiers chaque poules de brassage se retrouvent dans le groupe A, où là, c'est 4 poules de 8. Les 3 derniers de chaque poule de brassage disputent un championnat groupe B, où là, c'est 6 poules de 8. Croche-toi, David, c'est bientôt fini. Les 4 premiers de chaque poule du groupe A jouent les phases finales en match aller-retour. En gros, pour être champion de France, il faut faire 8 matchs ouais, de brassage, 14 matchs de classement, 7 matchs de phase finale. Une saison, c'est 29 matchs, dont au moins la moitié que tu n'as pas le droit de perdre. Non, franchement, ouais, c'était le parcours du coup. ouais, C'est dingue. ouais, ouais, c'était vraiment un championnat particulier, ouais. Mais ça donnait la chance à tout le monde. C'était le rugby ils avaient essayé l'année 87, ils avaient essayé de faire une sorte d'élite avec un club de poule de 10, l'année de la Coupe du Monde 87. Et après, ils étaient revenus à ces poules de brassage là, pendant 2 ou 3 saisons, ouais. Ouais. Ces poules de C'était brassage. bête, c'était particulier, mais ça donnait la chance à tout le monde. Après, moi, quand j'étais à Saint-Jean-de-Luz, voilà, Saint-Jean-de-Luz jouait contre Grenoble, contre Agen, contre des gros clubs, et voilà, et ça attirait du monde, et bon, voilà. Et Et l'année du baptême de Joinville, le Biarritz descend en groupe B parce qu'ils perdent à Cognac le dernier match de poule, et voilà. Et pour donc, donner, un club avec cinq internationaux se retrouve en ouais, groupe B à l'époque. Voilà, l'équivalent de la Pro D2 maintenant, hein. pour donner Donc, quelques noms d'équipes un peu, pas exotiques, mais un peu différentes, qui ont malheureusement pour elles disparu, tu ouais, as Château-Renard, tu ouais, as Château. euh, Tarbes, qui à l'époque est un immense club, tu Ouais, as Arras, Thuir, Rumilly, ouais. tu as l'US Coaraznais, qui... Rosnay, tu vas te fâcher avec Triep, là. Oh, Triep, de toute façon, il est fâché avec tout Ouais, le ouais, monde. c'est Il clair. nous écoute, on Il est l'embrasse, un peu- évidemment. il est pénible, lui. Comment? Il est pénible. Ouais, on s'entend bien, mais il y a une relation amour-haine perpétuelle, tu vois. Il Ouais, est obligé toujours de il est dire comme un ça. petit peu de mal quand même. Exactement. Ouais, Corazna, ouais. Marmande, Mazamet, Vichy, Saint-Claude, Istres, Vic en Bigorre, Condom. Bon, c'est très large, quoi. Pour Et ouais, autant, mais à l'époque, tu disais, putain, il faut aller jouer là-bas, hein. C'est dur, ouais, hein. Quand tu dis, il faut aller jouer à Château-Renard, c'est dur, hein. Et ou c'est vrai, Groyet, ou le Creusot. Groyer, ouais, Groyer, on avait joué à Groyer aussi, ouais. Euh, Groyer avait une belle équipe dans les années 80, hein. bah, Attends, bien sûr. c'était Fabien, le club de Fabien Pelouse, là, avant
qui partent à Dax et Toulouse. C'est là où il a débuté, Fabien Pelouse. Pour en revenir donc à Ouais. ton parcours personnel, parce que là, on a fait, j'ai dépeint un peu cette compétition étrange, enfin Ouais. étrange, difficile. Ouais. Dans ce championnat difficile, tu t'es engagé à Biarritz, qui pour l'occasion est une équipe qui fait partie des meilleures, mais qui a pu être championne depuis 1939 et qui n'a même pas fait de finale depuis 39. C'est-à-dire que Ouais. Biarritz n'est pas encore le géant qu'on va connaître dans les années 2000. C'est quoi la vie à cette époque-là quand tu es joueur du BO? Parce que t'es pas encore une méga star. Ouais, non, mais bah, écoute, c'est la vie c'est totalement différent en fait. Comme je sais pas, c'est compliqué à expliquer. On vient là, on sait qu'on va s'entraîner 3 fois dans la semaine, que le club, en début de saison, il n'y a pas d'objectif. On n'est pas sur un paperboard ou avec des objectifs. Ou voilà, on est là pour prendre du plaisir, s'amuser, pas perdre les matchs à domicile, essayer d'en gagner à l'extérieur, se qualifier en fin de saison. Et puis quand tu es en phase finale, eh bien, tu sais que tu as 4, 5, 6 matchs à jouer, d'aller le plus loin possible. En fait, l'objectif du club, c'est d'aller le plus loin possible. Mais comme c'était l'objectif à Bayonne, comme c'était l'objectif à Dax, comme c'était l'objectif dans quasiment tous les clubs, je me rappelle certainement peut-être qu'au Stade Toulousain qui était déjà. Voilà, parce qu'après, à l'époque, il y avait ces gros clubs qui étaient Toulouse, Agen, Toulon. Qui est vraiment très très gros, qui dominait le championnat. Bon, Béziers était sur la fin. Même bon, quand j'ai commencé en 89, j'étais sur la fin. Il y avait un noyau de 4, 5, 6 clubs qui pouvaient, en début de saison, dire nous, on veut être champion de France. Et puis, tu avais le noyau de 12, 15 clubs, dont Biarritz faisait partie. Et c'est pas dire un mal que de le dire. Bayonne, un club comme Bègle à l'époque, voilà, Castres, c'est des clubs du milieu de tableau qui naviguaient et qui, sur les phases finales, essayaient d'aller le plus loin possible. Donc voilà, moi j'arrive à Biarritz, on n'a pas d'objectif d'être champion de France, on a l'objectif de prendre du plaisir et d'arriver le plus loin possible, de se qualifier, voilà, bien sûr, et d'arriver le plus loin possible en phase finale. Ça, ce sont les objectifs de l'époque. Voilà, moi, à titre personnel, Oui, voilà. mon objectif, c'est de jouer en première et de me faire une place voilà, et de me dire que je vais jouer avec Serge Blanco, que j'admirais quand j'étais gosse, même si j'étais pas vieux quand je suis arrivé. 2 ans avant, 3 ans avant, je venais le voir jouer, je le badais, et puis je me suis dit, mais je vais jouer avec lui, quoi. Et puis, C'est c'était facile mon d'être objectif. Pardon? c'est facile d'être pote avec le meilleur joueur de tous les temps à l'époque. Ouais. Ouais, parce que c'est un mec bien, donc. Enfin, oui, c'est un mec bien. C'est un gars qui te met à l'aise. Quand tu arrives, voilà, il s'entraîne, il te met à l'aise. Il a une exigence, par contre, lui, d'entraînement. On ne le croit pas, hein, on ne le dirait pas comme ça. Mais il te met à l'aise dans le contact humain. Mais à l'entraînement, s'il doit te pourrir parce que tu as fait une mauvaise passe, ou parce qu'il ne va pas se gêner, quoi. Mm. Et c'est lui qui tire le groupe vers le haut. Lui avec Pascal Ondarts devant, voilà. Pour autant, il se chamaillait souvent, mais bon, c'était marrant. On rigolait au milieu, on rigolait. Mais bon, voilà, donc oui, c'était facile de jouer avec Serge. De toute façon, tu lui donnais le ballon et puis il se débrouillait bien sans nous, des fois. Cette C'était bien. équipe, cette équipe, c'est la sienne, hein. C'est vraiment à l'époque, Oui, c'est son club, de toute façon, voilà. on le voit encore Très aujourd'hui. marqué. C'est très marqué Mm. quand tu y arrives, tu le sais déjà. Ouais, c'est très marqué. Très Toi, tu es, marqué, très marqué, Serge Blanco. Ouais. Mm. toi, tu es très polyvalent, puisque tu peux jouer 9, 10 et 15, mais quand tu arrives à Biarritz, on te met à l'aile. Parce que tu y as En déjà Montréal, joué. ouais. Ouais, parce que alors, j'étais pas. Ouais, attends, excuse-moi, Pierre. C'était particulier, je m'entraînais pas de la semaine avec. Je suis arrivé à Biarritz et 3 mois après, je suis parti à l'école de police. À C'est-à-dire que j'ai Carcassonne. récupéré ma licence et en même temps, je suis parti à l'école de police. Donc, à partir du moment où je pouvais jouer, je ne m'entraînais plus avec eux. Donc, je C'était partais c'était à le lundi Carcassonne en matin. plus, hein, c'était très Ouais, loin. à Carcassonne. Ouais, Carcassonne, et je partais le lundi matin et je rentrais le vendredi soir. Donc, même l'entraînement du vendredi soir, je ne le faisais pas. Donc, l'entraîneur de l'époque, Michel Montori, il est là avec Jean-Martin Etchenique, l'ancien trois quarts centre. Et le préparateur physique, Jean-François Blamont, il me faisait jouer à l'aile ou au centre. Des fois, je jouais au centre.
Donc, ça, parce qu'ils avaient décelé des grandes qualités de plaqueur. Donc, donc, Bien sûr. voilà. Donc, ouais, j'ai débuté à l'aile à Biarritz. Alors, j'ai débuté ouais, contre Clermont. J'avais fait un bon match. J'avais marqué 22 points sur 36. Et c'est vraiment ce match-là qui m'a lancé à Biarritz, qui m'a donné vraiment voilà, ma place en équipe 1. Et ma polyvalence, c'est vrai qu'elle m'a bien servi. Après, j'avais rencontré l'Aviron, je jouais à l'aile, et j'avais pris 3 essais de la Gisquet, je crois. Donc, bon, j'avais Patrice Lagisquet en face, il m'avait mis deux essais. Faut dire qu'il allait vite, hein, Donc, quand même. C'est- ouais, il allait vite, il avait décroché. Ouais, c'était le top joueur à l'époque. Hein. C'est top mondial, on va dire. Hein. Lagisquet en 80, 89, 90, quand il n'était pas claqué, c'est claqué souvent. Mais bon, c'était un top joueur. Voilà. Donc, moi, j'ai eu la chance de débuter donc en première à Biarritz, à l'aile au centre. Et c'est vrai que ça m'a permis de faire mon trou dans ce club, dans cette équipe, sans trop de pression, en fait. Du poste de demi d'ouverture, j'étais un peu jeune et il y avait Alain Rotzarena et Peyo Alvarez qui étaient là. Et donc voilà, c'était très bien comme ça. Moi, ça m'a permis de me faire mon trou dans cette équipe et dans ce club. Ouais. Les années vont passer et Biarritz va connaître une épopée, probablement la Ouais. plus folle de cette génération, puisque en Ah oui, clairement. 91-92, vous allez aller jusqu'en finale. Avant ça, la saison commence assez mal à Montchanin, enfin face à Montchanin. Moi, j'y suis pour rien parce que j'étais pas, j'étais blessé. Alors, ne me mets pas dans le bain. Non, non, je suis C'est pour pas moi, rien. monsieur l'arbitre. Non, mais n'empêche que le Biarritz Olympique commence avec une défaite face à Montchanin Oui, oui, oui. c'est une demi-surprise, mais c'est surtout très chiant parce qu'il faut rattraper des points derrière. Et, Oui, vas-y, Pierre. et ça se Pardon. profile assez mal. Le début de saison est pas terrible, quoi. Voilà, vous vous dites pas que vous avez tout cassé. Ouais, non, mais alors c'était. Donc, il y a eu cette défaite à Montchalin, mais il y a aussi une défaite à domicile contre Valence d'Agen qui nous plombe. Alors, en fait, c'était particulier puisque c'était la Coupe du Monde de rugby 91. De rugby, je précise, parce qu'on parle de rugby hein, depuis une demi-heure. Ah bon? Attends, je vais revoir mes Et, fiches, j'ai un doute là. et donc, il y avait donc, cette Coupe du Monde et il nous manquait nos internationaux. Donc, Blanco, Ondars, Jean Condon et Peyontas. Et donc, nous, on essaie de faire France sans eux et on perd donc à Montchalem et on perd aussi contre Valence d'Agen à la maison. Et ça va être compliqué pour se qualifier. Et malheureusement, au retour de la Coupe du Monde, ben, malheureusement pour eux, le staff, on change de staff. Donc, Michel Montori, que je t'ai cité précédemment, Vous changez de staff Jean- parce ouais, que c'est on le change de groupe, staff. Ouais. c'est le groupe qui se dit que si vous voulez gagner, il faut faire pression et faire sauter les types. Ouais. Ou Ouais, c'est c'est le groupe de deux, hein, c'est Ondar, c'est Blanco. oui, Je les balance, de toute façon, ils ne vont pas écouter. oui. Donc, Ça va, je ne suis pas inquiet non plus. Si Serge Blanco tombe sur ce podcast, je serai assez surpris. Enfin voilà. Je ne me mets pas la non, pression en disant non, que Serge va écouter, quoi, tu vois. ouais, on peut les balancer sans déconner. Non, non, mais bon, voilà, mais non, mais ça va pas bien. Bon, voilà, il faut faire quelque chose. Ça fait 2 ans et demi que les entraîneurs étaient là, ou même plus pour Michel. Enfin, bon, bref. Donc voilà, bon, mais donc on change de staff. C'est un bien grand mot. Le staff, ils étaient trois à l'époque. Et donc c'est Jean-Pierre Béraud, l'ancien troisième ligne centre, qui venait d'arrêter, ou qui jouait encore en National B, qui était sur le point d'arrêter sa carrière, qui prend l'équipe première. Donc il prend l'équipe première et il amène quelques changements. Dans l'équipe, il intègre des joueurs comme Eric Gouloumé, qui était au club et depuis un an et qui jouait en National B. Et donc, il le fait monter en première, troisième ligne centre. Il s'avérera que c'est le début pour Eric d'une belle carrière. Donc voilà, je pense à Eric entre autres. Et puis, bon, malheureusement, il a écarté d'autres joueurs voilà, qui sont malheureux encore aujourd'hui de ne pas avoir pu faire partie de l'aventure finale. Donc, C'est donc voilà, il fallait, il c'est fallait, aussi, il fallait c'est aussi changer la il cruauté fallait du sport de haut changer. Ça a niveau. été fait. Pardon, Pierre. C'est aussi la cruauté du sport de haut niveau. C'est malheureusement,
Tout le Ouais, monde, c'est ça, tout le monde il y espère en a. être et malheureusement, il y en a Ouais, que ouais, quelques ouais. qui pas fait de match. Hein, Je pense à certains joueurs de l'époque, je vais pas les citer, même, parce qu'ils n'écouteront pas quand même, mais non, je plaisante. Mais bon, voilà, ils en sont encore Les gens qui meurtris. écoutent Hein, le podcast, quand même, ça arrive, tu vois. Autant Serge, Ah, non, bon, non, mais, j'y crois peu. Toi, il y a quand même des gens qui non, tombent mais, sur les podcasts qui les écoutent, quoi. non, mais je vais citer deux joueurs. Tiens, Philippe Audap, qui était le talonneur de l'équipe dans les années précédentes, Hmm. et qui encore aujourd'hui est meurtri d'avoir été écarté un peu du groupe, et qui, voilà, 30 ans après, il t'en parle encore. Hmm. Et Jean-Jacques Lonca, qui est le papa de Romain, qui a joué à l'UBB, Ouais. qui jouait trois quarts centre, et qui, ben, voilà, qui lui aussi avait été écarté de l'équipe et du groupe, et qui, voilà, bon, ben, on est toujours potes, mais bon, c'est pas très long qu'on ne soit pas. Mais bon, voilà, ça les a touchés à l'époque. Donc, tu ne fais pas de. Tu es obligé de faire des concessions, et puis ces concessions, malheureusement, elles impactent certains gars, quoi. Cette épopée-là, elle va quand même démarrer Ouais, par les phases finales, presque, en fait, parce que vous arrivez à vous qualifier, mais les matchs références arrivent. Tyros, Brive, et surtout Bayonne en quart de finale. Tu te rappelles de ce ouais, match, j'imagine. ouais, je me rappelle de toutes les phases finales. Une anecdote, je ne sais pas si je l'avais. Alors, ça c'est pareil, j'ai pas d'image ni de son de l'époque, mais on est à Bayonne, sur la Jean Daugé, sur la pelouse, avant le match, et on est dans le rond central, on discute avec Serge, avec les copains et tout ça. Et moi, j'avais dit à Serge, tu vas nous amener au parc cette année. Et il m'avait répondu, c'est annoncé à vous à m'y amener. Tu vois? C'est fou, hein, parce que voilà, c'est une phrase qui est dite comme ça, et puis à l'arrivée, bon, mais à l'arrivée, enfin, un mois après, on est au parc. Mais bon, voilà, donc on démarre contre Tyros à Jean Daugé, en match dur, âpre. Les Tyrossais de l'époque, tu vois, on parle des clubs qui ont un peu disparu de l'élite française, mais Tyros, à l'époque, il fallait se les farcir avec. Il y avait Guy Seberi qui jouait, qui menait un pack. Il fallait vraiment se les farcir avec. Donc c'était assez compliqué. C'était des mecs qui lâchaient rien. Ils faisaient tous 1,80. Ils allaient tous au sol. Ils allaient tous en l'air. On ne sait pas comment. Mais bon, voilà quoi. C'est C'était pénible. c'était impressionnant, quoi. Tyros, c'était vraiment une équipe comme on dit chez nous, de ratagas, de ratiers là, qui lâchait jamais rien. Donc c'était un premier match. Il fallait vraiment se le faire, et c'était pas très simple. Donc voilà, je me rappelle de Dondars qui ressort avec la figure, mais complètement déformée. Il en avait pris plein la gueule tout le match, il s'était pas échappé. Et donc voilà, quoi. Je pense à ça parce que c'est la fin du match, mais je repense à l'avant-match dans le vestiaire. Parce que une anecdote, c'était on avait un troisième ligne, Jean-Marc Rigaraille. Il se pointe, il sort de son sac les crampons, et il s'aperçoit qu'il a deux crampons gauche. Il s'était trompé chez lui, il avait pris deux crampons de pied gauche, il a oublié, il n'avait pas les pieds droits, quoi. Et donc, en urgence, on s'était démerdé à l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien, il fallait repartir chercher des crampons chez lui. Oh, putain, alors, nous, on était morts de rire, les trois quarts. Et il y avait demi-mêlée, Jean-Luc Rivière était remplaçant, il était mort de rire. Et puis il y a Pascal Ondars qui le voit, il lui fait: qu'est-ce que t'as rigolé, toi? Et bim, il lui fout le crêpe. Il avait assommé dans le vestiaire, quoi. Ah putain, je te jure. On avait un match un peu épique, et un match génial, quoi. Contre Tyros, donc on avait gagné 21 à 15 ou un truc comme ça. Et ça nous avait vraiment lancé pour la suite des phases finales, quoi. C'était Je vais retrouver le score parce que je suis un immense professionnel et tu le sais 21-17. 21-17, Pierre, je crois, pas du de tout. mémoire. Attends, Non, c'est pas ça? attends, je sais plus. Je suis en train d'essayer de retrouver. 5 21-15. pénalités, un essai, non. 5 21-15. pénalités, un essai à 4 points, une transformation. 21-15. Oui, je te dis. J'ai le score. J'ai pas la physionomie du match, mais j'ai le score. Ouais, ouais, je me Euh, rappelle. En huitième, tu as le Ouais. déplacement à Brive. Ouais, là aussi, je vais te raconter l'anecdote de l'avant-match avec toujours Serge Blanco, personnage central du Biarritz Olympique. Je Et connais pas. donc, il discute avec Sébastien Viars sur le terrain avant le match. Et Sébastien Viars lui a la bonne idée de lui dire: ah, il nous manque deux, trois joueurs, là, nos trois quarts centre. Mais bon, on va les récupérer pour le quart de finale. Et Serge, il lui dit: bon, il lui dit: ah, d'accord, ok. Bon, ce soir, tu vas vivre le grand frisson, il lui dit. Ce soir, tu vas vivre le grand frisson. Et bon, ça n'a pas loupé, quoi. Ça n'a pas loupé. Les brivistes, on les a tordus, tout le match. Tout le match. Enfin, c'était un beau match, quand même, parce qu'on se rendait presque coup pour coup, mais devant, on les avait bien tordus devant.
Et, et eux, ils étaient sûrs de leur force, ils étaient quasiment sûrs de se qualifier pour les quarts de finale. Et bon, voilà, quoi. Donc, c'était pas ce jour-là, quoi. C'était pas cette année-là, quoi, pour eux. Mais voilà. Mais c'était vraiment un excellent souvenir, ouais. On avait joué ça à Agen, c'était 27-19. On avait gagné. 26-18, C'est t'es ça? pas loin. 26-18? Ouais, t'es pas loin. Ok. Ces huitièmes de finale, en plus, ils sont marquants parce que Agen, Béziers, Toulouse et Narbonne restent sur le carreau. Ouais, ouais, Qui, ouais. mine de rien, ouvre une porte. Mais oui, le lendemain, il y avait Bayonne-Narbonne à Toulouse. Exactement. Et donc, nous, on avait joué le samedi, on avait fait la bringue toute la nuit. Et on s'était dit, putain, mais je te jure, hein. Enfin, moi, je m'étais dit, pourvu que Bayonne gagne, quoi. Parce que si Bayonne gagne, ça va être fantastique, quoi. Tu vois. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé, je me rappelle. Ils avaient joué à Toulouse au 7 Denier, l'ancien 7, enfin, l'ancien. Enfin, c'était pas la configuration actuelle, je me rappelle des images qu'on avait vues à la télé. Et donc voilà, donc une semaine après, ou je sais pas si ouais, c'était la semaine d'après, et bien en route pour Tarbes. 16 000 supporters Procession. pour un Ouais, derby. la procession vers 1000 Basques qui se déplacent à Tarbes. C'était, voilà, s'il y avait eu Anoeta à l'époque, on aurait joué là-bas, je pense. Ouais, je pense Mais que ça aurait été plein en on plus. avait joué à Tarbes, nous on pensait qu'on jouerait à Dax, mais à l'époque, tu ne pouvais pas organiser un match de phase finale parce que le rugby a quand même des trucs bizarres et des règlements bizarres. Tu ne pouvais pas jouer un match de phase finale dans le même comité si les deux clubs étaient du même comité, donc dans le même comité. Donc on ne pouvait pas jouer à Dax en fait. Ouais, Donc ils nous fallait avaient faire comité Pyrénées, quoi. exactement Armagnac-Bigorre à l'époque, ouais. Donc on était parti à Tarbes. On Euh, était parti à Tarbes et c'est bon, c'est clairement, moi clairement enfin, c'est dur de dissocier la finale, mais c'est clairement le plus beau souvenir de rugby. Par son côté émotionnel, par son côté, par l'environnement qu'il y a autour du match, par l'après-match en lui-même aussi, par tout ça, quoi. juste C'était, avant, ouais. c'était une fusion, en fait, avant l'heure, quoi. Je suis pas sûr qu'ils soient Non, d'accord. mais, non, mais c'était une fusion entre les supporters, en fait. C'était les fêtes de Bayonne déplacées à Tarbes, on va dire. Voilà, mais si tu veux, tu vois, c'était. Voilà, tout le monde s'entend bien, tout le monde s'entendait bien, il n'y a jamais eu de quoi que ce soit. Et les joueurs, on était après le match, on avait bu un coup ensemble. Et puis voilà, quoi. C'est le dernier match de C'était. phase finale entre Bayonne et Biarritz. On est en 1992. Les deux Ouais, clubs ne se sont jamais rejoués en phase finale. En tout cas, phase finale de top 14 de première division, puisqu'ils ont fait ouais. un access match, un match de barrage pour l'accession au top 14 il y Ah a ouais. 4 ans maintenant, mais sinon, il n'y a jamais eu de match pour des phases finales. Ce match-là, il va être marqué par un homme qui s'appelle Franck Orillon, Ouais. euh, Frankie Toshiba. qui va claquer un drop venu d'un autre monde, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce match et cette émotion-là de ce drop improbable? Ouais, alors ouais. Le drop, c'est un dégagement c'est un renvoi au 22 mètres qui tout la maison, qui atterrit dans les bras qui aurait dû atterrir dans les bras de Blanco, mais je sais pas pourquoi il atterrit dans les bras de Franck. Et je sais pas ce qu'il a pris, il a tapé un drop de 50 mètres. Je l'ai revu dernièrement là, sur Canal, c'était passé un reportage. 50 mètres et on sait pas, le ballon monte et voilà. Et en face, il y avait Hervé Durchetti qui jouait, enfin, qui est toujours d'ailleurs copain avec Franck, puisqu'ils avaient joué au Boucau ensemble. Il lui avait dit, toi, t'aurais tapé 20 drops, t'aurais tapé 20 drops, t'aurais tué 19 tops. Mais ce jour-là, tu l'as mis entre les barres. Et ouais, ouais, Et après, bon, il reste encore du temps après le droppé. Il doit rester 10 minutes, 10-12 minutes. Bon, Bayonne a l'occasion de marquer un essai et ils se font refuser l'essai pour un avant, je sais pas. Je sais même pas si. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, l'essai aurait été accordé, je sais pas. Mais bon, voilà, quoi. C'était un match 16-15, un match hyper serré, âpre, mais dans le respect, quoi. Dans le respect, il n'y a pas eu de débordement, pas de bagarre, pas d'accrochage. Il y a eu, voilà, on se connaissait tous, en fait, hein. Donc, c'était, voilà, pour moi, c'est mon plus beau souvenir de rugby, tout simplement. C'est difficile à décrire, hein. Ouais, Difficile à s'en rappeler, difficile à, voilà, les émotions prennent beaucoup le dessus quand j'en parle parce que pour moi, ça restera
Pour moi, c'était le derby ultime, quoi. Phase finale, en quart de finale, 20 000 personnes qui se déplacent. C'est D'autant que beau. derrière, vous avez un autre. Le dernier carré ne vous. Comment dire Mm. ça? C'est pas le dernier carré de rêve pour le Biarritz Olympique parce que vous avez que des bouchées en fait en face. Ouais, ouais, on a Toulon, Grenoble Castres. qui. Ouais, Donc là, vous prenez Grenoble en demi, Toulon en finale. ouais, C'est sur le papier deux équipes qui sont assez différentes de la vôtre, qui sont peut-être moins rugby et plus bagarre. Euh, Grenoble, c'est l'époque des mammouths, si je dis pas de bêtises, c'est une équipe très tournée sur le combat ouais. et vous allez Mais faire une en demi-finale. c'était déjà l'influence de Jacques Fourroux. Je crois qu'il y était, Fourroux, déjà. C'était Michel Ringeval qui entraînait, mais je crois que Fourroux, c'était gravité déjà autour du club. Euh, et donc, ouais, on les appelait les mammouths. Mais bon, voilà, nous, on ne craignait pas grand monde, et franchement, alors c'est un peu con de dire ça, on va dire, nous, les Basques, on craint personne, hein. À l'époque, les Basques, il y en avait un paquet dans l'équipe, et quand je vois Pancho Mandela, notre pilier gauche, faisait une 90, 100, 115 ou 120 plombs, mais il avait peur de personne, lui, hein. Et donc, voilà, quoi. Donc les montagnes, puis on a eu la chance de jouer à Bordeaux aussi. On a eu la Oui, chance de jouer à Bordeaux. Nos supporters étaient là, les Grenoblois étaient un peu moins présents. Donc voilà. Et puis bon, il y avait cette force où la finale ne pouvait pas nous échapper parce que c'était la dernière année de Blanco. Et puis je pense que c'était un peu écrit, quoi. C'était un peu écrit, même si sur le terrain, il fallait jouer le match. Il fallait y aller, il fallait s'engager, mais c'était un peu ça, quoi. vous C'était allez. le destin du BO cette année-là, c'était à partir du moment où on a battu Brive, je crois que c'était d'aller en finale, quoi. Ça aurait été mieux d'être champion, hein, je te l'accorde, hein. Cette finale, tu vas la connaître. Le grand frisson, justement, celui du Parc des Mm. Princes. Ouais. On est le 6 juin 1992. Tu es titulaire en tant qu'ouvreur du Biarritz Olympique qui va disputer la première finale de son histoire depuis 1939. Avec à tes côtés peut-être le plus grand joueur de l'histoire française et peut-être un des plus grands de Ouais. l'histoire tout court. Euh, Comment on dort la veille d'une finale? Ouais, euh, déjà, on savait pas, nous, bah, enfin, les 15, entre la demi et la finale, il y a 15 jours. Donc, 15 jours où nous, on est sur un nuage et à Biarritz, les joueurs, tout le monde t'accroche, tout le monde te parle, tout le monde t'as l'impression on est les Rolling Stones, hein. Et donc c'est à l'assaut tous les jours. On va chez Serge à Handaï là-bas. Enfin bon, enfin, là, on est au petit soin pour nous. Voilà. Et je sais pas si on a des journalistes de partout, des caméras, des trucs. Et, on n'est pas habitué, on sait pas faire, nous. On sait pas faire. Et peut-être que le match, on le perd un peu aussi dans l'avant-match. On, on prend l'avion 2 jours avant la finale et on sait pas où on va. Il y a que Serge qui savait où on allait. Enfin, que Serge, des joueurs, je parle. Et nous, on pensait tous qu'on allait au château Ricard à Clairefontaine à l'époque, tout le truc de l'équipe de France. Et puis en fait, on arrive à Paris, on prend un bus et on va dans un château, mais c'est pas le même. C'est le château en fait de Serge Kampf, qui était donc ami avec Serge Blanco. Et donc, on arrive dans ce château, tu marchais dans le couloir, il y avait les lumières qui s'allumaient toutes seules. Donc, à l'époque, il faut resituer ça en contexte, en 92, nous, on n'est pas habitués. Où il Voilà, fallait encore t'arrives dans la pédaler pour chambre. allumer les lumières. Mais voilà, non, mais on sait pas. Kampf, il avait fait faire le terrain de rugby avec des poteaux devant son château dans le grand parc, là, alors que, bon, on s'entraînait là. Voilà, on mangeait des tables rondes, et puis il y a le sommelier qui vient, qui dit, si vous voulez, il dit aux avants, c'était le jeudi soir. Il leur dit, si vous voulez, il y a la cave à verre en bas, vous pouvez goûter. C'est quand ils ont été dans la cave à verre, ils ont bu du pinard toute la soirée, quoi. Enfin, bon, voilà, quoi. Donc, le match, on le prépare, on est dans de super, super conditions pour le préparer, puis voilà, et puis on arrive au parc, on a la boule au ventre, et voilà, je sais pas, peut-être on s'est peut-être vu un peu trop confiant, on avait battu Grenoble, on avait battu Brive, Bayonne, on était costaud devant, Andars, je te dis, Mondelas, Sanoco, Condor. Voilà, on avait Poul Jones en troisième ligne.
je pense qu'on s'est vu peut-être vainqueur avant le match, quoi. Certainement. Et Toulon qui est arrivé, l'insouciance, les jeunes, hein. Bon, ils étaient pas. Si j'étais jeune, hein, on était jeunes aussi, Franck Corrier, on était jeunes. Oui. Il y avait trois Voilà. joueurs assez jeunes dans le 15 de départ de Biarritz. En l'occurrence, Franck, euh, Beignet. Richard, Poul Jones et toi. C'était Ouais, vraiment plus il y jeune. avait aussi Beignet Daguerre au centre qui a un an de moins que moi, Beignet. Il avait 21 ans, hein. Et lui, il fallait pas l'en promettre à lui, hein. Lui, moi, j'étais tranquille à l'ouverture. Il me disait, t'inquiète pas, moi, je vais plaquer. Il me disait. Ouais, Jalibert jouera avec lui, aujourd'hui, il serait content, je te le dis. Bon, bref. Mais Euh, bon, voilà, parce non, il y avait Franck, ouais, Beignet, Richard, il a mon âge, exactement aussi. Ouais, ouais. Et Rigouloumé, il est plus jeune que moi, un an de moins. C'est Jean-Marc Iriga, il avait mon âge, 22 ans. On n'était pas beaucoup, on avait un socle de vieux grognards avec Serge, Pascal, hein. Jean, Payon, Taras, Philippe Feuillade au centre, mais on avait aussi notre noyau de jeunes, hein. On n'était pas non plus. Voilà, mais Toulon, on en a fait. Bon, ils étaient plus jeunes, Yann Delegue, 19 ans, Tesser. Bon, voilà, puis ils étaient. Il y avait Melville, surtout en 8 qui a fait un gros, gros match. Aubin Weber la mêlée qui nous a claqué un drop. Voilà, quoi. Non, non, mais Ce la match-là, finale, on on la va. mérite largement. Nous, je pense Oui. on l'a joué avant. C'était peut-être malheureusement le jubilé de Serge Blanco avant l'heure, quoi. Et c'est Et ça qui est un peu dommage. c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas aussi cette petite musique? C'est le dernier match de Serge, il Mm. faut gagner pour lui. Est-ce que pas un supplément de pression quelque part? Ouais, je sais pas. Je crois que devant, on l'a. Alors, c'est pas. Bon, Bon, de toute devant, façon, on peut pas derrière. refaire l'histoire, hein, mais Non, non, non. Devant, peut-être qu'on les a un peu pris de haut, peut-être. Et puis, nous, derrière, on n'a pas été bon non plus. Moi, je loupe de transformation. C'est mine de rien, c'est con, hein, mais. oui, mis bout à Euh, bout, ça change un peu la Et finale. voilà, mis bout à bout, bon voilà, ça peut te changer un peu le score, la façon d'être dans le match, voilà, Justement, ce rôle de voilà. buteur, David, ce rôle si difficile, si particulier, Ouais. je crois qu'il n'y a que deux exemples dans le rugby. C'est lancer en touche et buter, où tu es seul, vraiment seul à 100%. Si tu rates, c'est que toi. Euh, Mm. Comment tu l'as appréhendé, cette pression-là, encore plus un soir de finale? Tu as bossé dessus, tu te figures des choses. Je sais que Johnny Wilkinson a Non, une imagerie mentale. honnête- ouais, non, 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 honnêtement, j'ai pas de souvenir particulier d'avoir bossé particulièrement sur. On s'entraînait, tu sais, à l'époque, il fallait être professionnel avant l'heure, et honnêtement, je l'étais pas. Moi, je m'entraînais à buter, mais je posais le ballon, il y avait toujours un connard qui arrivait vers derrière qui te shootait le ballon. Tu l'as connu, Pierre, ça. Hein. Oui, oui, je vois très Voilà. bien. Et tout le monde rigole, quoi. Et toi, tu essaies de te concentrer, mais il y a le pilier qui arrive derrière et qui te shoote le ballon que tu as posé, quoi. Voilà, nous, c'était comme ça à l'époque. Si tu n'allais pas, toi, tout seul, faire la démarche d'y aller le matin, et Avant c'est les vrai autres. que, bon, cette démarche, je l'ai eue plus tard, mais à l'époque, je ne l'avais pas, quoi. Je butais, je prenais ça comme ça vient, quoi. Et je suis quasiment sûr que 70% des joueurs de l'époque faisaient pareil, quoi. Voilà. Voilà, on avait une certaine facilité pour buter, mais peut-être qu'on l'a pas assez travaillé. Enfin, moi, de ce point de vue-là, je pense que c'est mon cas. Et c'est ce qui m'a été reproché par la suite, par Serge, notamment quand il est passé président au BO et compagnie. Bon, bref. Mais bon, à l'époque, voilà, j'ai pas particulièrement préparé la finale. On s'entraînait à buter, mais il y a personne, il n'y a pas un préparateur qui te dit, ni mental ni autre, qui te dit, il faut, voilà, être à des années-lumière de tout ça encore. De tout ça, quoi. Dernier. Mais pendant le match en lui-même, pour revenir dans le match, quand Serge met une pénalité de Voilà. 60 mètres, alors qu'il a les deux ischios, ils sont dans la boîte à gants, il est strappé de partout, il n'en peut plus, il est au bout de sa carrière, tu te dis que tu ne peux pas perdre, en fait. Je vois le ballon monter, je vois le ballon passer, tu te dis, bon, mais aujourd'hui, on ne va pas perdre. C'est pas possible, tu vois. Donc, il y a plein de paramètres qui fait que tu te donnes confiance. On marque un essai, on marque cette pénalité. Bon, Grenoble est toujours dans le score, hein, il marque une pénalité de 60 mètres, 50 mètres par gel. Et voilà, je me rappelle plus exactement le score, comment il évolue pour la finale, mais bon, voilà, Bah, vous êtes on est, mené assez rapidement parce qu'il y a deux pénalités de gel et Tesser. ouais, Et ouais, derrière, vous marquez. C'était une des questions que je voulais aborder avec toi. Il y avait aussi cette histoire de points. Marquer un essai oui, transformé, rapporter moins de points. Aujourd'hui,
vous seriez devant 7 à 6, mais là vous êtes derrière 6 à 4. Après Ah l'essai ouais. Ouais. marqué, je crois que c'est Ontas qui va marquer suite Le à premier, une non, le inspiration. premier, c'est. Alors, le premier essai, c'est Feuillade qui l'a Et marqué. Feuillade, ouais. Suite à une très belle Ben, c'est feu. inspiration du 10. Ouais, ouais, exactement. Mais ça, c'est. Itera. Voilà, c'est pour moi, c'est ouais, c'est une belle action. Voilà. Ah bah, Je franchement, suis, oui, Chistera je en suis fier finale de de moi. Twitter, c'est pas mal quand même. C'est Je suis belle fier de course, moi, car Chistera dans voilà. l'intervalle. Bon, Exactement, voilà, avec une feinte de passe, on ne sait pas comment elle est faite, mais bon, avec Beignet qui repique, qui croise, et après la Chistera pour Peyo, hein, ben, bon, je suis fier de moi. Et ensuite, c'est Richard Poole-Jones qui et le transforme le ballon, tout lui, rapidement. Ouais. le ballon, il est touché 2 fois par match, et là, il fait une action, mais il ramasse le ballon, il lance Irigaray, qui arrive dans la but, et c'est Feuillade qui se lève avec le ballon, on ne sait toujours pas que c'est qui a marqué chez nous. Hein. Nous, c'est quand on se retrouve 20-30 ans après, on se chambre encore là-dessus. Hein. On lui dit à la fin, on lui dit, t'es vraiment un escroc, toi. Hein. Tu t'es levé avec le ballon et Irigara, il dit rien parce qu'il a peut-être fait un avant. Donc. Ah ouais, ok. Mais ce qui est drôle, c'est que voir Richard Poudon qui fait des passes, je savais pas que c'était possible. Donc, Ouais. là, c'est Nous non comme plus. quoi, On a, l'irrationalité d'une finale. on a découvert ça sur le tard. Pour en finir définitivement avec ça, c'est donc une défaite malheureuse à l'issue du temps réglementaire. Défaite 19-14. C'est Eric Champ en civil qui va soulever ce Brennus. C'est quelque chose dont on parle assez peu. Et si ça te casse les couilles, tu me dis, mais c'est Non? quoi de regarder l'équipe adverse soulever le Brennus et que toi, tu es au milieu de la pelouse du Parc des Moi, Princes? je crois que j'ai pas. Honnêtement, je pense pas qu'on ait regardé parce qu'il y a. Le protocole était moins long à l'époque. Et il y a un truc qui est à la fin du match. Dès la fin du match, Serge Blanco entame un tour d'honneur. Je sais pas si on le voit, si les images. Donc Serge Blanco, lui, il part avec son fils Sébastien à l'époque, je crois. Enfin, je crois sûr. Et il entame un tour d'honneur et nous, comme des pépiotes, on le suit, quoi. Donc, voilà, quoi. Et donc, alors non, mais on a récupéré notre trophée, notre ballon de bronze. Pardon. Pardon, excusez-moi. On a récupéré notre trophée et après, je crois qu'il y a je sais plus dans quel ordre c'est fait, en fait. Mais je j'ai pas le souvenir vraiment d'avoir vu les. Alors, c'est peut-être pas bien, hein, parce qu'il faut respecter les vainqueurs, d'avoir vu les Toulonnais soulever le Brennus, je sais plus. Je sais plus, c'est pas une image que j'ai vraiment en tête. Tu l'as Donc, pas vécu comme une souffrance, comme certains, tu sais, qui sont non, comme juste l'image de l'année dernière, Maxime non, Dupuis sur non, la pelouse tout seul qui regarde les Toulousains soulever le trophée. Tu sens que non. voilà, c'est un Non, vrai c'est moment de souffrance. totalement différent, Pierre, à l'époque. C'est totalement différent. Le protocole n'était pas le même. Il y avait moins de temps, moins de caméras. Mm. Je sais qu'on monte à la tribune, on récupère notre ballon, notre médaille. Je sais même pas de médaille, hein, parce que j'ai pas de souvenir. Je sais qu'on se passe le trophée là qui pèse un âne mort à tour de rôle. Et après on descend. Est-ce que le tour d'honneur a eu lieu avant? Est-ce que j'ai fait le tour d'honneur? Je me rappelle même pas. Je sais pas. Je me rappelle de joueurs qui suivaient Serge. Je sais pas. C'est hyper vague. Je sais même pas si dans les images du match que j'ai pas enfin que j'ai revu quelques images, mais je sais pas. Après, de toute façon, après tu vas dans le vestiaire et on a perdu et on va pas refaire le match. Donc qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on a fait d'après toi? Euh, On a fait la brique pendant 15 jours à Biarritz. voilà. Ah, moi, je Voilà. pensais que vous alliez faire séance vidéo tout de suite, à chaud, comme Mais ouais, ça. donc invité de partout. On arrive à Biarritz, le bus impérial et voilà, t'es Voilà, invité, parfait. tu bouges pas terre, les gens sont contents, ils ont vécu des émotions comme jamais ils en ont vécu depuis, tu m'as dit 1939, donc et les gens étaient fiers de nous, étaient contents et nous on était heureux quoi, on était heureux. On m'a raconté un truc, et je sais pas si c'est vrai, que Serge, quand il est revenu, il a attaché sa ceinture au comptoir. Il s'est attaché la ceinture au comptoir, clac, et il est resté Je là sais, je avec sais sa pas, ceinture de sécurité attachée au ouais, comptoir. je sais pas, je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Ce que je me rappelle des phases finales, c'est qu'à chaque tour qu'on passait, il y avait de plus en plus de monde à Biarritz, au stade, qui nous accueillait. C'était incroyable. La ferveur était incroyable. Et on mettait de plus en plus de temps pour aller justement du bus au bar des Amis du BO ou au bar du Clubhouse. Et donc, parce qu'on ne s'est pas ménagé entre les tours. Hein. Mm. C'est aussi l'époque qui voulait ça. Il y avait 5 tours de phase finale, mais il fallait faire 5 bringues à chaque fois. Donc, il fallait être solide. Hein. Il fallait être Autre solide. époque, Et donc, autre mœurs. Ouais. ouais, non, mais après la finale, on se retrouvait. Moi, je me rappelle avoir organisé un repas
à Saint-Jean-de-Luz, moi, 4-5 jours après la finale, tu vois. Et à l'époque, on n'avait pas de téléphone portable, donc pour rejoindre tout le monde, c'était une galère, quoi. Et t'appelais à la maison, le mec, il était chez lui, t'es chez lui, t'es pas chez lui, t'es pas chez lui. Donc, c'était le téléphone qu'il fallait que ça tourne en boucle. Moi, j'étais à Saint-Jean-de-Luz, avec Beignat, Daguerre, on avait organisé un repas un soir. Et tout le monde était venu. Serge était venu, Pascal, tout le monde était venu. Et c'était fabuleux, quoi. On n'avait pas envie de redescendre, en fait. On Mm. n'était pas champion, mais bon, voilà. Il va quand même On avoir. n'était pas champion, c'était comme ça. On a fait 15 jours de. J'ai dit 15 jours, mais après, je suis parti en tournée avec l'équipe de France Espoir. Donc, Ça a peut-être duré plus longtemps, ouais. Il va y ouais, avoir, je sais plus. pour refermer ce- Voilà. cette épopée, il y a aussi la dernière de Serge, on l'a dit, Blanco raccroche. Il va y avoir un avant et un après nécessairement, puisque des joueurs de ce trempe-là sont difficiles à remplacer. C'est Franck Corillon qui va avoir la lourde tâche de faire oublier Serge Blanco au poste d'arrière avant de quitter le club et de rejoindre Grenoble sur les conseils de Serge Blanco, qui va Ah d'ailleurs bon? glisser au président grenoblois de l'époque que il y a un joueur qui est vraiment pas mal. Et Franck va donc Et rejoindre. comment tu sais ça, toi? Eh ben, parce que je travaille. Oh. Ouais, putain, non, il nous a bien baisé, Blanco, à l'époque. Alors, il a vendu Corillon, hein. Putain, il a touché une commission, tu crois? Oh. Ça m'étonnerait, c'est pas un homme d'argent. Euh, Ah, c'est. sur la suite du Biarritz Olympique, c'est peut-être un peu plus délicat d'encaisser cette finale. Vous allez faire deux fois top 16 à l'époque, c'est-à-dire Ouais. la dernière marche avant les phases finales. Puis la terrible saison 94-95 où vous allez carrément descendre en deuxième division. Pourtant, cet épisode de la deuxième division, toujours dans l'excellent podcast de mon confrère qui gère la cravate, Mm. je vais dire que ça va forger le Biarritz qui va gagner les années suivantes. Ouais. Et tu peux Ouais. m'expliquer comment tu en arrives à ce raisonnement-là et je te le dis tout de suite, je suis assez d'accord avec toi en fait. Ben, parce que j'ai déjà, j'ai envie de le dire. J'ai envie de me faire mousser. Non, mais non, mais. Non, non, ben, et j'en arrive là parce qu'en fait, donc on fait une saison catastrophique en 94-95. Euh, Changement d'entraîneur, c'est Patrice Lagisquet qui prend l'équipe alors qu'il était joueur mais blessé, donc il prend l'équipe et on perd contre Bayonne à Aguilera 9-8. Donc autant te dire que le traumatisme, là, eux, ils se sont mangés de 92. Et donc le traumatisme va rester ancré pendant un petit moment dans nos têtes et dans nos cœurs d'avoir fait de faire descendre le club. Moi, ça me faisait pas plaisir, mais pour autant, on était plein de joueurs à être contactés partout, par plein de clubs en France. Et on a fait cette démarche sans vraiment se concerter, je pensais. Il y avait Serge Betsen, Benyat Daguerre, je te parlais, Christian Curveillet, quelques autres. Bon, voilà. Et on était contactés et on a tous fait la démarche de rester au club en se disant que, puisqu'on l'avait fait descendre, on essaierait de le faire remonter le plus rapidement possible. Et donc, on est resté. Et donc, débute la saison 94-95 ou 80, non, 95-96, je pense, Ouais. en groupe A2 à l'époque. Et ça démarre, on change d'entraîneur, donc, et nous, on reste. Il y a Sam Safor qui nous rejoint, début milieu du Racing. On a une équipe intéressante, mais bon, sauf qu'on se dit qu'on est en une division inférieure, que nous, on jouait un tableau dessus l'année d'avant et que ça allait se faire tout seul. Or, ça se fait pas tout seul et on perd quelques matchs et on commence à se foutre un peu le doute. Et on se dit, merde, ça va être plus dur que prévu. Et donc, on se ressaisit, voilà, quelques réunions et quelques engueulades avec les entraîneurs de l'époque, Alain Mourguard, Christian Huart. Bon, c'est normal, ils nous remontent les bretelles. Et puis finalement, on finit premier ou deuxième derrière le PUC, je crois, et on remonte directement. Il y a Eric Gouloumé, je ne pensais plus, qui faisait partie aussi de l'équipe de l'époque. Et donc, on remonte directement un groupe, enfin, je ne sais plus comment ils appelaient ça à l'époque, groupe A. Et donc, Première à division pour partir de vous. là, Serge Blanco redevient président du club. Il s'entoure de gens compétents pour gérer tout ce qui est extrasportif, administratif. Donc, Marcel Martin arrive au club. Et si tu veux, l'ossature du groupe est conservée. Et Serge va apporter des touches avec parcimonie. Chaque année, il va amener 4 5 joueurs qui vont faire que le club va grandir, évoluer. Mais si on n'était pas remonté cette année-là, ben, peut-être que Serge ne serait pas revenu, peut-être qu'on aurait galéré 1 an ou 2 ans de plus et que le club n'aurait pas eu les titres qu'il a eu par la suite en 2002, 2005 et 2006.
Voilà, tout simplement. Donc je pense qu'on a su garder un socle intéressant et à partir de là, Serge a apporté des touches chaque année. Laurent Mazas, Denis Mathieu, Sauter Auto, Christophe Miller, Yannick Lamour, Jean-Philippe Versailles, Philippe Bernatza, Olivier Brice Roumain, Lapiat, Patrice Tesser 2 ans après, ainsi de suite. Et puis après Philippe Bernatsal. mais Denis Et Avril, puis, Sébastien Bonetti, ouais, Denis Avril nous a rejoint ouais, après la Pro ouais, D2. c'est Ouais, ça, exactement. ouais c'est ça. Denis Avril, ouais. Il avait bien commencé les entraînements, Denis. En plein été, on faisait des footings autour du stade et il les faisait avec des crampons Enfer. limite coniques à faire, quoi. On sort des vestiaires, on part et on entend cling, cling, cling. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est ça, quoi? Et je me retourne, c'est Denis Avril qui court un crampon sur le bitume, quoi. Denis T'es Avril, mort de rire. Parce que, bon, Denis ouais, Avril, qui est, je crois, aussi ceinture noire de judo à côté. ouais, ceinture Solide, noire de judo. Ouais. Ouais, solide ouais, ouais. guerrier quand même. Ouais. Et ceinture noire de judo et quatrième dame de manger de petits cochons. On va pas se moquer Ouais. de. Écoute, Ouais, c'est des personnages, ça aide Denis. j'ai pas un Mais IMC franchement, qui me permet de rire de ça. pardon? J'ai pas un IMC qui me permet de rire de ça, tu vois. Ah ouais, non, non, moi non plus en ce moment, mais bon, non, c'est marrant parce qu'on avait, franchement, on est remonté, on a un super groupe, tu vois. On a eu un super groupe là, ces années-là, avec tous les joueurs que j'ai été cités, puis ceux qui étaient restés. On a réussi à construire quelque chose de vraiment intéressant. On a vraiment pris du plaisir sur le terrain. Vraiment pris du plaisir. Ouais. Ouais, L'année c'était ça. 95-96, si je dis pas de bêtises, on est là, oui. L'année 96, très importante pour toi, puisque le 23 novembre 1996, tu vas être Ouais. sélectionné par une équipe qui, honnêtement, te ressemble terriblement. Les Babas, les Barbarians français. Tu vas jouer contre l'Afrique du Sud à Brive. Je dis qu'elle te ressemble parce que... Oui, Non, non, mais vas-y, super. ouais. Je dis qu'elle te ressemble parce que pour connaître un peu celui qui a parfois été manager des Babas, Denis Charvet, il y a cet esprit de liberté, de jeu, d'amusement, de vanne, de fête, qui colle bien à celui que tu es, en tout cas le rugbyman que tu étais. Comment ça Ouais. se passe, les Babas? Euh, déjà, j'étais pas sélectionné à la base. C'était Christophe Delot qui devait jouer, puis il s'est blessé. Donc, c'est Laurent Mazas qui est monté titulaire et Serge Blanco m'a rappelé pour venir jouer, pour être remplaçant. Mais il me semble que j'avais déjà joué un peu. J'avais Ok. fait un tournoi 7 ou 2 avec eux, alors, mais bon, bref. Ah oui, à J'avais 7, joué, à non, 7, oui, pardon. non, l'année d'avant, Pierre, j'étais avec les Barbarians à Toulon contre la Nouvelle-Zélande. J'étais remplaçant. Et j'étais pas Ah, rentré. Parce ah qu'à oui, bon, l'époque, on c'est pour rentrait ça que j'ai pas. pas trace Ouais, officielle ouais, de ta première chez les Babas. Tu avais été ouais. convoqué. À l'époque, quand même, les remplaçants, c'était une belle galère parce que tu n'étais pas sûr de jouer, contrairement Exactement. à... Mais alors, à Toulon contre la Nouvelle-Zélande, j'ai une anecdote savoureuse également. Je suis donc remplaçant et il y a Philippe Bernatsal qui joue face à John Alomou. Et Bernatsal, il se fait mal à la cheville et il ne sait pas s'il va sortir. Donc moi, je suis sur le banc. Je crois qu'il y a Pierre Bondouet avec moi, qui joue ailier plus que moi. Et Blanco se retourne, il me dit à moi, va t'échauffer. Et j'ai fait, t'es sûr? J'ai fait, t'es sûr, moi? Et bon, Bernat, ça a tenu sa place tout le match. Sinon, je crois qu'il aurait fait rentrer Pierre Bondouy quand même, plutôt que moi à l'aile. Mais quand il m'a dit ça, j'ai dit, non, mais moi, je ne rentre Mm. pas face à Lomo. Ma mère, elle ne veut pas, quoi. Voilà. Donc ouais, l'année d'après, donc, je fais les Barbarians à Brive. Et donc, ouais, l'état d'esprit des Barbarians, oui, c'est vrai que c'est particulier. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un des derniers espaces de liberté, quoi. Encore qu'à l'époque, le rugby était amateur, donc dans nos clubs, on avait beaucoup de liberté. Ça devenait professionnel, on avait beaucoup plus normal, de contraintes, on va dire, même si c'est pas des contraintes que de s'entraîner, mais bon, on avait. Voilà, donc les Barbarians, était cet espace de liberté qu'on avait envie de prendre et quand on y allait, on nous donnait tout ça, quoi. C'est-à-dire que on arrivait, les Barbarians, on s'entraînait pas vraiment. On répétait trois, quatre combinaisons. Les avants ils faisaient quatre touches, deux mêlées. On jouait à toucher avec les anciens. Et voilà, c'était un bel état. C'est toujours un bel état d'esprit. Et il faudrait que ça. Voilà, il faut que ça continue. Et c'est important. C'est important pour que le joueur puisse
voilà, retrouver cette âme qui fait qu'on a tous connu quand on était jeune, où on allait au rugby pour s'amuser, on n'allait pas au rugby pour forcément gagner, on allait encore moins de l'argent, on allait au rugby parce qu'on avait envie de s'amuser avec nos potes. Et les Barbarians, c'est cet état d'esprit-là, quoi. Mais j'ai joué dans plein d'équipes, parce qu'il y a d'autres équipes, Pierre, et Barbarians britanniques, Barbarians ouais, sud-américains à 7, Barbarians ouais, français à 7. ouais. Euh, à croire que ton profil devait aussi plaire à ces... Ouais, certainement. Ouais. Les Barbarians britanniques, tout est une fierté. Mais bon, voilà, j'étais content d'aller jouer le. Je crois que de mémoire, c'est le dernier match qu'il y a eu à Lambs Park avant qu'il soit détruit, avant qu'il fasse le Millennium. Ok. Donc voilà, donc au moins, le match en lui-même, on avait pris une branlée, on a perdu 31-8, mais bon, j'ai réussi à jouer avec des joueurs que si je les croise aujourd'hui, ils vont pas me reconnaître, mais c'est pas grave. Je pense à Augustine Pichot en l'occurrence, mais bon. Mais bon, voilà, quoi. Mais non, c'était, voilà, il y avait Richard Dourte, il y avait Stéphane Glas. Bon, l'anecdote que j'avais racontée, on nous avait dit, La famille il y avait la Rome, Apéro. mais la Rome était blessée. Ouais, l'apéro avant l'apéro, les Barbarians font l'apéro la veille ou l'avant-veille du match. Et Stéphane Glas était parti boire des bières à Cardiff, on était rentré un peu bourré à l'hôtel et il n'y avait pas d'apéro avant le match. Donc, bon, Bon, bah tant pis. donc voilà. Ouais, tant pis, nous, Bon, on bah aura tant pis. profité. Bah, on va se coucher, tant pis. Ouais, Euh, ouais, ouais. Et et- donc, mais après, je te dis, il y a plein d'équipes. J'ai joué avec des équipes de province à l'époque, quand on faisait des sélections de côte basque. Hmm. C'est des souvenirs incroyables. C'était cet esprit-là de Barbarians, c'est pareil. On avait un entraîneur, c'était Gérard Murillo. Et il avait lui aussi l'esprit du jeu, l'esprit de liberté. Il avait un esprit Barbarians sans pour autant appartenir aux Barbarians. Mais c'est grâce à lui que j'ai pu faire les Britanniques et les Sud-Américains. Les Barbarians Donc voilà. sud-américains, ça Ouais, aussi, histoire ouais, complètement c'est dingue. c'est improbable. Tu te retrouves à Ouais, jouer avec les meilleurs joueurs sudam, mais bon, tu parles espagnol un petit peu, mais ouais, ça ouais, doit ouais. être un peu technique, quoi. Non, mais c'était une semaine à Londres, sous les ordres de Gordon Tidgens, qui était la référence à l'époque du rugby à 7 mondial, et c'était l'entraîneur des Blacks. Dans l'équipe, il y avait un Fidjien, il y avait un ailier néo-zélandais qui avait joué au Saracens. Il y avait Pedro Baraldi, qui était capitaine de l'Argentine à 7. Il y avait Martin Mendaro, qui était le capitaine de l'Uruguay à 7. Il y avait bon, des joueurs qui peut-être ne parlent pas ou ne vont pas parler à des gens, mais bon, voilà, à l'époque, on avait fait le tournoi de Twickenham, le Middlesex Seven, et c'est des grands souvenirs, hein. C'est des très, très grands souvenirs. Sans occulter la suite de ta carrière, David, parce que tu vas continuer au Biarritz Olympique jusqu'en 1999, puis Ouais. faire un crochet par Brive, et enfin par la section paloise pendant 3 saisons. Moi, il y a quelque chose que j'aimerais aborder avec toi, parce que ce podcast a une durée de, normalement, un format d'à peu Ouais. près 1 heure. Bon, on risque de l'exploser un peu, Ouais. mais il y a quand même quelque chose qui me fascine, c'est Il y a Moscato en plus, là, à ce moment-là. De quoi? Ah ouais, putain, je te fais Moscato a pas le fait. SMS, toi. Ouais, je vais me dépêcher. Euh, Non, je dis pas. non, il y a quand même un truc qui m'impressionne, c'est ta capacité à rire de tout. On le voit sur les réseaux, où, bah, mine de rien, tu es omniprésent. Je vais pas faire la morale parce que je le suis aussi un peu. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose de sérieux, que tu prends pas grand-chose au sérieux. Et ça m'a fait penser à une phrase de Beaumarchais, tu sais, comme je suis très intelligent. Ouais. Je m'empresse de rire de tout, de peur d'avoir à en pleurer. Euh, Ouais. Qu'est-ce que ça cache, ce truc-là, de rire de tout, tout le temps? C'est Ah, ta je sais vraie pas. personnalité? Il n'y a rien derrière? Je sais pas, Pierre. Alors là, honnêtement, j'en sais rien. Je me suis jamais posé la question. Je sais pas. C'est ma nature, en fait. Je suis comme ça. Même au boulot, hein, mes collègues, ils arrêtent pas de me dire que je mets des pièces à tout le monde. Mais voilà, j'aime bien chambrer, j'aime bien brancher, j'aime bien rire de. Bah ouais, j'essaye de rire de tout, quoi. Même des choses malheureusement les plus graves. C'est ton Voilà, réflexe j'essaie. premier, quoi. C'est de trouver la vanne qui va Ouais, j'essaie de. Même quand je suis avec mes potes au café, là, tu vois, ça fait. J'ai un café à 50 mètres de la maison. On a perdu malheureusement un ami il y a 3 mois, mais on essaie d'en rire encore, tu vois. On rit de lui parce qu'on sait que lui, il aurait aimé qu'on rit de lui. Et donc voilà, donc on essaie de rire de tout avec mes amis qui pourtant
ils ont 10 ans et 20 ans de plus que moi, tu vois. Donc, on est un petit groupe de 5, de 4-5, là, de 4 maintenant, et on rit de tout. Voilà, on rit de tout. Des gens qui passent, du rugby, je sais pas. Moi, j'ai envie de sortir des vannes sur tout parce que voilà, quoi. Parce que je sais pas si ça cache quelque chose, mais non, je n'ai pas de trauma particulier dans mon enfance. Non, mais si tu veux en parler, il n'y a pas de souci, c'est 70 Ah boules ouais, d'heure, il n'y a pas de problème. il y a- Il y, Non, mais je sais y pas, a je aussi sais le pas. fait de vivre avec toi. Tu parles souvent de ta femme dans les interviews, Ouais, du ouais, fait que c'est un peu ton garde-fou, ou en tout cas ton ouais. thermomètre. C'est celle qui va te dire non, là, ça va trop loin, ou ah, celle-là, elle est Ouais, pas. ouais, ouais. Tu vois, hier soir, j'ai fait une vanne par téléphone, elle m'a dit celle-là, elle est nulle. Elle m'a dit, écoute, je t'ai dit. Voilà, bon. Je Euh, reste au bout, alors. tu restes quand même solide, quoi. Tu vois, tu veux pas te Ouais. décourager Non, à je la première continue. reprimande, quoi. Euh, Non, mais bon. non, mais il y a quand même ce partage-là aussi où tu sais que tu as une forme de Jiminy Cricket sur l'épaule qui te dit fais pas ça, dis pas ça. Ou... Ouais, mais tu sais qu'il y a plein de gens qui me découvrent maintenant, hein, pendant. Je sais pas, on te l'a peut-être dit, je sais pas, j'étais pas comme ça dans un groupe, tu vois. Moi, je suis quelqu'un de timide, de réservé. De base, je suis vraiment très réservé de base, hein. Tu vois, j'ai un côté émotionnel quand je te parle là, tu vois, il y a des choses, tu l'as peut-être senti ou ressenti, ça m'émeut et donc et c'est quelque chose que je ressens pas quand j'écoute d'autres gens parler sur des podcasts ou des interviews comme ça. Tu vois, j'ai un côté émotionnel qui revient vite et donc voilà, donc je sais pas, peut-être que je sais pas, de rire, de sortir des vannes. Ce que je voulais te dire, c'est que voilà, il y a des gens qui vont te dire peut-être ils m'ont pas connu comme ça, quoi. Parce que j'étais dans un groupe un peu timide, un peu effacé, un peu truc, je sais pas. Euh, Ça se voit en fait, David, parce que pour ce podcast, j'ai quand même écouté beaucoup de choses, des interviews, j'ai lu tes souvenirs. Et il y a quelque chose qui est assez paradoxal, c'est que tu en as un peu rien à foutre de ce que les gens pensent de toi, globalement, si tu déplais ou sur tes tweets. Mais il y a quelque chose qui est très précieux pour toi, c'est de garder le respect et l'amour des gens avec qui tu as partagé. Donc, si tu oublies quelqu'un, tu t'en excuses tout de suite. Ah oui, pardon, j'ai oublié un tel dans tel truc. Il y a même des fois où tu ouais, t'interdis de citer des noms parce que tu as peur d'en oublier. Et c'est le paradoxe, en fait, entre d'un côté s'en foutre des gens qui ne te connaissent pas, et de l'autre avoir très peur de déplaire à ceux qui t'aiment. Et donc, il y a ouais, quand même ce truc-là ouais, assez peut-être. paradoxal chez toi. Et il y en a plein des paradoxes. Bon, on va pas faire une thérapie, mais Ouais, je ouais, trouve non, non. que c'est hyper intéressant parce que tu es à la fois totalement ce que tu tweets et très Ouais, différent de ce que tu es sur la toile. ouais, c'est marrant, ouais. Ouais, peut-être, ouais. J'en profite d'ailleurs pour dire à mes potes du bataillon de Joinville, je leur ai dit que j'étais pas là le week-end du 8 juin, et il n'y en a pas un qui a dit tu vas nous manquer. Donc, Tu vois, je t'assure, de ouais. toute façon, c'est des fumiers. J'en Donc connais certains. Le Goré, si tu écoutes le podcast, Voilà. merci. Je le connais un peu, Philippe, et ça m'étonne pas. Il va pas, tu le connais, il va pas écouter. Non, je crois qu'il fera comme Serge, il va pas écouter. Pas sûr qu'il écoute, Ouais, quoi. Je serais ouais, surpris qu'il ouais. écoute. Voilà, il a pas le Non, temps, mais c'est un homme non, d'affaires. mais Il a pas le temps. moi, je suis content, tu vois, on parle de Philippe et je suis content parce que on s'est connus à l'armée et après, bon, on s'est croisés tout au long de la carrière, on s'est croisés quelques fois, mais après, Philippe, il a évolué dans une autre sphère, d'entraîneur, de manager, il est parti en Angleterre, on se perd de vue. On se perd de vue et en fait, on s'est retrouvé un peu grâce à Twitter, hein, quand il était entraîneur de l'équipe de France et tout ça, tu vois, et on s'est retrouvé un petit peu. Et c'est vrai qu'on se perd de vue, on se voit pas, et puis et- Il y a ton son qui coupe, David. Je crois que tu es en train de jouer avec tes écouteurs, et ce qui fait ah que merde, ouais, ça coupe le son, ça remet le son. Alors moi, ah ça ne me dérange désolé. pas, mais pour un podcast audio, ça peut être une galère. Donc je te laisse Ah, reprendre désolé. ta phrase. Et en plus, le concept, c'est que Mais je ne je, fais pas de montage. Donc je te mais dénonce. je sais pas où c'est que j'en étais en fait, parce que je balançais sur Philippe en fait. Ouais, tu disais, Philippe, il est Balance- pingre comme tous les Auvergnats. Non, non, pas du tout. Tu Ouais, c'est disais, ça. vous vous êtes Non, retrouvés non, au moment de l'équipe on de s'était France, notamment sur Twitter. Ouais, voilà, on s'était perdu de vue et puis finalement, voilà, on renoue contact. Il y a 3 ans, on s'était vu à Dax pour justement un rassemblement des anciens de l'armée. C'est comme si on s'était pas quitté depuis qu'on avait 20 ans, quoi, depuis l'âge de 20 ans. Donc c'est ça qui est génial en fait. C'est un de mes C'est plus ça. grands regrets personnels.
c'est que j'ai été très dur avec Philippe Saint-André sans beaucoup le connaître. J'ai été parfois presque cruel, hein, notamment avec certains Ouais, sujets sur l'équipe. Et depuis que je le connais, c'est un ouais, des gars les plus droits, sympas, ouais, entiers, mais aussi très humain. J'ai eu la chance de partager des vrais bons moments avec lui. Et quand ouais, mais c'est il te important. le donne sans calcul. Et voilà, je trouve que on a été très injuste avec lui sur plein de moments de sa carrière. Encore plus à Montpellier, où quand même il y a quelqu'un qui lui a succédé qui a quand même critiqué une équipe en disant qu'elle avait été faite Ouais, par Lille c'est en clair. dépit du bon sens. Ils ont juste été champions de France, hein. Donc, Ouais, peut-être ouais, qu'il n'y a pas une si mauvaise équipe que ça. ouais, tout à fait. C'est vrai. C'est vrai, il faut lui rendre justice. David, quand on fait le bilan, Ouais, parce qu'on arrive à la fin de ce podcast, tu as été professionnel ou en tout cas joueur de première division pendant 14 saisons. Tu es passé ouais, par 3 clubs, tu as disputé une finale, tu as surtout su convaincre la plupart des équipes qui font appel à la créativité, au talent et à la liberté, que sont les Barbarians sous toutes ses formes. Euh, Tu as été membre de l'équipe de France de rugby à 7. Tu as aussi, surtout, tissé des liens un peu partout où tu es passé. La dernière question, c'est la question traditionnelle que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu es fier de ce que tu as accompli dans le rugby? Euh, oui, 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 je suis fier d'avoir fait de l'âge de 10 ans à l'âge de 35 ans, de Saint-Jean-de-Luz à Saint-Jean-de-Luz, en passant par les clubs et les équipes dans lesquelles j'ai joué. Oui, oui, bien sûr. Oui, je suis fier, hein, je n'ai pas de raison de ne pas l'être. Après, peut-être que j'aurais pu faire mieux. Voilà, j'aurais pu faire mieux parce que je ne me suis pas toujours donné les moyens pour aller peut-être un peu plus haut. Voilà, c'est ce qu'on m'a reproché, c'est ce qu'on me dit encore certains, dont on a beaucoup parlé, Serge Blanco, voilà. Donc il me dit souvent ça, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et je regrette rien. Je regrette rien. J'ai rencontré vraiment des gens formidables et noué de belles amitiés, passé de super moments sur le terrain, en dehors, et voilà. Et puis on peut pas tout raconter. Comme ça, tu sais, on laisse une part de mystère pour Bien ceux sûr. qui, ceux qui disent ouais, les rugbyman, attention, vous avez l'œil. Et puis, ça permet aussi de faire un autre podcast avec un autre gars, tu vois, tu pourras raconter Ouais, d'autres trucs. C'est important de pas user le produit, tu vois, voilà. Il exactement. faut que tout le monde ait un petit peu sa petite part de David Arrieta. Et par vraiment esprit collaboratif avec mes confrères, eh bien, j'arrête le podcast ici. Je te remercie, David, de m'avoir consacré du temps et puis d'avoir été honnête dans tes réponses. Je te C'est remercie. globalement le cas de tout le monde, mais c'était vraiment chouette et j'ai passé un très bon moment. Donc, je te remercie. Ouais, moi aussi. Moi aussi, Pierre, je te remercie. Voilà, c'était le podcast de David Arrieta, le flic le plus sympa de France et peut-être même de Navarre. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris des tas de trucs et des machins sur un joueur et sur une génération qui aura marqué le rugby basque. Si vous avez aimé ce podcast, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner parce que chaque vendredi, il y a un nouvel épisode. Et puis si vous l'avez détesté, vous mentez, vous dites que c'était bien quand même. Pour vous, ça ne changera rien et puis pour moi, ça peut tout changer. Si vous ne voulez rien manquer, vous vous abonnez et moi je vous dis merci de nous avoir écoutés et à vendredi prochain pour un nouvel épisode de Rugby Brut.